Ce soir à l'émission, on vous parle du documentaire Impact, la reconstruction après un traumatisme crânio-cérébral. On a reçu un téléphone à minuit et demi durant la nuit pour nous annoncer qu'il y avait eu un accident. Et le Festival Opéra de Saint-Eustache vous rend visite. Depuis 2020, on fait la messe de minuit à l'église de Saint-Eustache. En entrevue, je reçois Caroline Dionne, auteure du livre « 7 questions pour parler de la charge mentale sans conflit ». En fait, la charge mentale, c'est tout le travail invisible d'anticipation, de préparation, de surveillance. C'est aussi le travail émotionnel qui est autour de la charge mentale. Je m'entretiens également avec Nathalie Robert à propos de l'événement Un Noël sans solitude organisé par les Petits Frères des Basses-Laurentides. On accompagne des aînés isolés qui n'ont pas de famille, majoritairement. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous parle de l'importance d'une bonne préparation physique avant de reprendre la pratique d'un sport. Je vois qu'il faut être en forme pour s'inscrire dans une ligue de garage. Bienvenue à Accès Local. Mercredi 17 décembre 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Le regroupement Connexion TCC des associations de personnes traumatisées crânio-cérébrales du Québec lance un documentaire le mois prochain. Vous avez discuté avec une porte-parole. Oui Claude, donc le regroupement compte 13 associations partout au Québec, dont celle des Laurentides, qui accompagnent les personnes traumatisées crâniennes et leurs familles dans la région. Le regroupement Connexion a donc produit un documentaire pour mettre en lumière cette réalité. On écoute à ce sujet Anaïs Meza, qui est chargée de projets communautaires et communication. Et l'idée, c'est de donner la parole à ces personnes qui ont subi un TCC, donc un traumatisme crânio-cérébral, mais post-accident. C'est de partager leur nouvelle réalité, leurs nouveaux défis, puis c'est aussi une manière de sensibiliser la population au TCC. Alors, le documentaire suit 4 protagonistes, Huguette, Réal, Johan et Christine. Le film présente des personnes qui vivent avec un TCC et des proches aidants. Je vous présente un extrait de la bande-annonce. Johan avait 17 ans. C'était un joueur de football. C'était un enfant facile qui a toujours pris la vie comme arrivée. Le 7 août, on a reçu un téléphone à minuit et demi durant la nuit pour nous annoncer qu'il y avait eu un accident à Lambton de mon fils. Tout ce que je lui demandais, est-ce qu'il respire, est-ce qu'il respire? Le film a pris 2 ans à faire le tournage avec des personnes ayant un TCC après une certaine adaptation. On peut écouter à nouveau Madame Meza à ce sujet. On s'est adapté aussi au fait que c'était des personnes TCC, donc des troubles de la mémoire ou de l'attention ou de la fatigabilité. C'est des séquelles qui forcément ont été prises en considération aussi dans le tournage. Oui, parce que les séquelles des TCC peuvent prendre toutes sortes de formes. Oui, un TCC, en fait, c'est un synonyme de commotion cérébrale, donc ça définit l'ensemble des lésions et des troubles causés par un choc à la tête. Selon les personnes et l'intensité du choc, les séquelles varient, mais peuvent être de l'ordre physique, cognitif et même affectif et comportementaux. Chaque année, ce sont 40 000 Québécois qui sont victimes d'un traumatisme crânien. Au niveau canadien, ça représente une personne blessée toutes les 3 minutes, selon des instituts de recherche canadiens et des organismes caritatifs neurologiques du Canada. Les commotions cérébrales seront les troubles neurologiques les plus répandus dans la population canadienne d'ici 2031, avec l'Alzheimer et les autres types de démence. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce documentaire que la population en général ne sait pas nécessairement à propos des TCC? Déjà que c'est un handicap invisible, donc les gens qui subissent un choc important à la tête ne se retrouveront pas nécessairement en fauteuil roulant. Les séquelles vont dépendre de l'endroit du cerveau qui a été touché. Donc, c'est une condition qui peut avoir plusieurs visages et qui peut arriver à tout le monde. On peut écouter Madame Meza à ce sujet. On le voit dans le documentaire, Johan, le fils d'Huguette, a eu un accident à 17 ans. On en voit tous les jours. Les associations accompagnent plus de 4000 membres. On a des enfants, on a des sportifs professionnels. On a aussi malheureusement des agressions, des femmes qui ont été victimes de violences conjugales, des accidents de la route aussi beaucoup. Donc voilà, le TCC, c'est pas simplement une chute d'une personne âgée. Malheureusement, ça peut toucher tout le monde.
Voilà, Claude, donc le documentaire qui s'intitule « Impact, la reconstruction après un traumatisme crânio-cérébral » sera disponible en ligne sur YouTube dès le 15 janvier prochain. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question d'opéra. À plus tard, Claude. La ville de Mirabel cédera sous peu au centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord le terrain où sera construite une nouvelle école primaire dans le secteur de Saint-Canute. Éventuellement, ce terrain où se situait l'ancien camping Donald accueillera aussi une école secondaire et un parc, offrant ainsi un accès de proximité à la nature pour les élèves et les citoyens du secteur. Le 9 décembre dernier, la ville de Saint-Jérôme a décidé de se désister de l'appel déposé devant la Cour fédérale au sujet de la reconstruction du centre correctionnel communautaire La Ferrière. Le 21 janvier 2025, la Cour fédérale avait rejeté la requête de la Ville qui demandait la tenue de consultations publiques afin d'entendre les préoccupations des citoyens, des groupes communautaires et des commerçants quant à l'emplacement du futur centre de réinsertion carcérale prévu à l'intersection des rues Labelle, Saint-Georges et La Tour. Les procédures judiciaires entreprises par la Ville voulaient démontrer que ce site ne constituait plus un emplacement adéquat pour ce type d'établissement, tout en proposant des terrains alternatifs. La charge mentale est une zone silencieuse et invisible de la parentalité. Elle est la plupart du temps portée par les mères. Elle peut aussi provoquer des orages à l'intérieur du couple, raison pour laquelle Caroline Dionne, cofondatrice de la clinique Matrescence, vient de publier un ouvrage intitulé « 7 questions pour parler de la charge mentale sans conflit ». C'est un plaisir de l'accueillir. Madame Dionne, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Ça nous fait plaisir. Vous êtes, détentrice d'une maîtrise en santé mentale, d'un baccalauréat en sexologie. Je vais d'abord vous demander de nous donner votre définition à vous de la charge mentale. C'est difficile de donner juste une définition parce que la charge mentale, ça peut inclure beaucoup de choses. Mais en fait, la charge mentale, c'est tout le travail invisible d'anticipation, de préparation, de surveillance. C'est aussi le travail émotionnel qui est autour de la charge mentale. C'est aussi de réussir à tout gérer ensemble dans un horaire vraiment chargé. C'est pas un phénomène nouveau, hein, la charge mentale. Mais vous précisez dans ce livre-là qu'elle a évolué, qu'elle s'est alourdie, notamment parce que le style de parentalité a évolué depuis 50 ans. Faites-nous comprendre ce phénomène-là. Oui, en fait, la charge mentale, elle s'est alourdie aussi à cause du style parental, mais parce que la personne qui porte généralement la charge mentale est la mère. Même si les pères portent aussi de la charge mentale, je suis pas en train de dire que les pères n'ont aucune charge mentale. Puis ça, c'est vraiment important de le dire parce que souvent, c'est quelque chose qu'on va entendre. Oui, mais les pères, ils prennent pas de charge mentale. Les pères ont une charge mentale élevée également parce qu'ils s'impliquent de plus en plus, mais il reste un travail invisible autour de ça qui est aussi lié à la conciliation travail-famille, qui est lié avec OK, je suis une mère, mais je suis aussi une travailleuse. Donc, j'ai ma charge mentale du travail, mais aussi celle de ma maternité. Voilà, c'est ça. Mais on comprend donc que ça ne se passe pas essentiellement qu'à l'intérieur du couple. Là. Il y a toutes les structures sociales et économiques là, qui entrent en ligne de compte. Oui, tout à fait. Bon, en cours de lecture, moi, je suis tombé sur des mots qui étaient tout à fait nouveaux pour moi. C'est peut-être pas celui auquel vous pensez. Pour désigner les parents, vous utilisez le terme coparent. Je suis sûr que ce n'est pas anodin. Quelle définition on pourrait faire de ce mot-là? En fait, c'est la responsabilité partagée par rapport à l'enfant ou aux enfants. Donc, c'est toute la responsabilité qui vient avec le fait de devenir parent. Donc, les deux parents vont faire un rôle de coparentalité ensemble pour élever leur enfant. Oui. Le grand défi, donc, pour l'un des deux coparents, c'est d'entendre ce que le silence ne dit pas, c'est de voir ce que l'œil ne voit pas. Comment on peut arriver à faire ça et toujours sans trop s'engueuler? Bien, déjà de choisir un bon moment qui est généralement pas avant l'heure du souper. Petit truc. Oui. Parce que, justement, mon livre, quand j'ai eu l'idée de l'écrire, j'ai travaillé comme thérapeute pendant plusieurs années et je recevais régulièrement des couples dans mon bureau et on parlait de charge mentale. Donc, déjà, le fait d'être dans le bureau avec une professionnelle qui met un cadre dès le départ, qui dit « moi, je prends pas pour un ou pour l'autre », ben c'est un peu ça que je voulais recréer avec le livre parce que c'est de dire, OK, ben on va travailler en équipe, ensemble, et non pas
dire « OK, mais moi, je fais plus que toi tu fais plus que moi. » Non, c'est pas vrai, on fait pas... L'objectif, c'est de dire « OK, on va trouver on va travailler ensemble cette charge mentale-là. Ouais. » Pas de dire « OK, ben si un ou l'autre a plus de charge mentale, c'est forcément parce que l'autre veut pas la prendre. Mais c'est de dire « OK, ben on est en train d'apprendre comment répartir nos responsabilités ensemble. » Puis c'est vraiment de garder le terme « ensemble ». En lisant votre livre, j'ai compris assez rapidement que chaque question qu'on pose sur les causes de la charge mentale peut amener une quantité considérable de réponses qui ont chacune leur complexité. Ce livre-là, moi, je le vois comme une clé qui nous ouvre la porte sur ces questions-là. Comment est-ce que vous souhaiteriez qu'on l'utilise, justement, cette clé-là, cet outil-là? Bien, en fait, je voulais vraiment créer un livre qui peut s'utiliser de plusieurs façons. Donc, je suis contente que vous l'ayez perçu comme ça parce que c'est ça l'objectif, c'est de dire, OK, ben chaque couple, chaque situation va avoir des discussions différentes. Donc, on peut dire, OK, ben je vais lire le livre au complet d'une traite, puis on va en reparler après. 2 personnes peuvent le lire séparément et aborder les questions ensemble, se poser elles-mêmes les questions avant de l'aborder et dire, OK, ben on va commencer à parler, par exemple, du chapitre 5 pour commencer. On va répondre aux questions ensemble à des moments opportuns. Écoutez, en terminant, moi, je rappelle que cet ouvrage intitulé « 7 questions sur la charge mentale » est disponible aux éditions Matrescence. Il suffit de vous rendre sur le site de la clinique du même nom. Je précise aussi que ce n'est pas que pour les couples hétérosexuels, c'est pour tout le monde. Caroline Dionne, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les villes de Sainte-Thérèse et de Boisbriand informent la population qu'à compter de 2026, les matériaux de construction, de rénovation et de démolition ne seront plus acceptés lors des collectes mensuelles des encombrants. Ces matières devront être apportées à l'éco-centre où elles seront acceptées gratuitement pour les résidents de Sainte-Thérèse et de Boisbriand, et ce jusqu'à concurrence de 10 mètres cubes par année par adresse. Cette décision a été prise dans le but d'éviter l'enfouissement de matières pouvant être recyclées ou valorisées. Le Cégep de Saint-Jérôme et la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme annoncent une guignolée record cette année. Un total de 40 paniers seront remis et une somme de près de 10 000 $ a été amassée pour soutenir les étudiants et étudiantes vivant une situation de précarité. Dans un contexte où les besoins financiers et psychosociaux de la communauté estudiantine sont en augmentation, le Cégep et la Fondation affirment que la guignolée contribue à la réussite, à la persévérance et au bien-être des personnes étudiantes. Vous pratiquez un sport d'été ou un sport printanier, mais sachez que c'est déjà le moment de vous préparer physiquement, ce dont Maude Pilon-Bernier vous parle dans le reportage qui suit. Un kinésiologue, en fait, c'est un spécialiste de l'activité physique en général, que ce soit pour des personnes qui souhaitent se mettre en forme, revenir à la suite d'une blessure, donc en réadaptation, un joueur de hockey ou un athlète de haute performance qui souhaite justement optimiser ses performances. Un kinésiologue se doit d'être versatile puis pouvoir répondre à ces différents besoins-là. Je me spécialise justement au niveau réadaptation, notamment relié à des sports de puissance comme le sport de hockey, le sport de soccer. On s'entend au Québec, la préparation physique passe sans aucun doute à travers le sport du hockey. C'est dans ce domaine-là que j'ai commencé à bâtir mon expérience. Par la suite, je suis arrivé ici au Centre Perform Plus il y a de ça environ 4 ans, où là, j'ai justement commencé à travailler avec une clientèle de ski alpin, ski acrobatique également. Plusieurs de mes clients sont en fait des personnes qui vont avoir souffert de blessures dans le passé et qui veulent éviter de refaire la même erreur. Fait qu'en fait, si mon objectif ce soir, c'est de sensibiliser un petit peu monsieur, madame, tout le monde qui est inscrit dans une ligue de garage, dans une ligue récréative, à pas reproduire des erreurs qu'ils ont faites dans le passé, bien, mon objectif va être accompli. La plupart des gens vont dire se mettre en forme avec une ligue de garage, alors que plutôt, moi, je vois un peu l'inverse. Je vois qu'il faut être en forme pour s'inscrire dans une ligue de garage. Ça demande une bonne préparation. Fait que c'est vraiment de faire une bonne analyse d'abord en fait de la performance puis d'intégrer ces mouvements-là à notre entraînement. De pratiquer d'autres sports va vraiment aider à prévenir les blessures. Va augmenter la condition physique également. Avoir une meilleure condition physique va aussi prévenir certaines blessures qui pourraient y arriver. On peut parler de pickleball ou de ski. Bien, il va y avoir des changements de direction, il va y avoir des accélérations, il va y avoir des mouvements de rotation au niveau du tronc. Donc, je pense que ça peut vraiment être intéressant là, à ce niveau-là d'intégrer à notre quotidien un autre sport durant la saison morte. Un autre aspect qui
qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une bonne activation. En fait, je vais montrer quelques exercices qui peuvent être faits dans une préparation pour le sport du hockey ou pour le sport du deck hockey, qui peuvent être intégrantes facilement, que ce soit à la maison ou directement au gym où on s'entraîne. L'activation, pour moi, peut se diviser en 2 sections. On va avoir une activation un peu plus cardiovasculaire qui peut être faite de différentes façons, que ce soit à travers un léger jogging, des sauts sur place, des genoux hauts, des talons-fesses, des pas chassés. Puis, on peut inclure à ça une activation qui soit plus musculaire en faisant des exercices comme un squat. Moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les exercices avec le plus de vitesse en début de séance. Et plus j'avance dans ma séance, bien, plus les mouvements lents en force peuvent s'y trouver ou les exercices en prévention de blessures. Donc là, la variante que je vais montrer aujourd'hui, en fait, c'est la variante du gobelet squat. Oui. Donc, je vais venir positionner le poids au niveau de ma poitrine et par la suite, en gardant mes genoux alignés avec mes pieds, bien, je vais venir descendre le plus bas que je suis capable. Normalement, on peut viser entre 6 et 12 répétitions, puis plus on maîtrise l'exercice, plus on va pouvoir diminuer le nombre de répétitions et conséquemment augmenter la charge. L'exercice que je présente ici, c'est le crossover sur step, qui va viser justement à venir faire un mouvement de croisement très spécifique au hockey sur glace. Fait que ça peut être fait. Puis, c'est des petits impacts au niveau du bas du corps. L'objectif, me déplacer le plus rapidement possible sur le step. On peut viser un 16 répétitions. Puis, vous voyez, toujours avec un haut du corps qui est actif. OK. Puis quand tu disais corps actif... Haut du corps. Fait que, tu sais, je vais de façon naturelle, en fait, avec mon haut du corps, mes bras qui bougent de façon un peu comme quand je cours ou un peu quand je vais patiner au hockey. Okay. Moi, c'est un exercice que j'affectionne beaucoup particulièrement pour tout ce qui est joueur de hockey. Ça s'appelait la planche Copenhagen ou le Copenhagen Plank en anglais. Ouais. C'est simplement, en fait, une planche isométrique où je vais venir m'installer sur un banc avec la jambe du dessus sur le banc et la jambe d'en dessous dans le vide. Oui, donc, en me plaçant dans cette position-là ici, en fait, ce qui va travailler, c'est oui, mes abdominaux obliques, mais bien évidemment, tout ce qui est le groupe des muscles adducteurs. Ouais. Parce que c'est souvent un muscle, malheureusement, qui est blessé et qui est pas assez fort chez ce groupe d'athlètes-là. Oui. Puis, cette variante-là, en fait, peut être utilisée de différentes façons. Je l'ai faite sur le genou. On peut se mettre sur le tibia. Je peux me mettre sur le pied également. Plus je m'éloigne, plus c'est difficile. Un autre exercice de renforcement qui peut être fait, mais de façon unilatérale. Oui. Tantôt, on parlait du squat. On a fait le squat and press. Oui. Le back lunge. Un exercice qui peut être fait aussi de façon alternée ou du même côté à la fois. Pourquoi faire cet exercice-là additionné à un squat? Ben, c'est important parce qu'au final, tout ce qui est action sportive, nécessairement, se fait d'un côté à la fois. Ouais. Fait que dans un mouvement unilatéral comme ça, encore une fois, comme on a la prise gobelet, on le garde au niveau de la poitrine, j'active mes abdominaux et je fais un pas vers l'arrière. Le poids va rester majoritairement sur la jambe avant et je vais revenir les 2 pieds collés et je vais changer avec l'autre jambe par la suite. Meilleur sommeil, bonne alimentation va indiquer nécessairement une meilleure récupération puis éventuellement une prévention des blessures. Fait que c'est un élément qui est à ne pas oublier, ça c'est sûr et certain. Si jamais vous avez des doutes par rapport à l'entraînement que vous faites puis que vous souhaitez avoir un encadrement un petit peu plus structuré, n'hésitez pas à venir consulter un kinésiologue ou un préparateur physique. Ça va toujours nous faire plaisir de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs et répondre à vos besoins. J'espère maintenant que vous êtes convaincus que la préparation puis la prévention, c'est important. Faites attention à vous et joyeux temps des fêtes! Un Noël sans solitude, c'est le souhait que formule l'organisme Les Petits Frères des Basses-Laurentides, qui accueillera une centaine de personnes âgées le 24 décembre prochain, à l'occasion d'un dîner festif auquel elles n'auraient sans doute pas eu droit sans cet élan de solidarité. Pour en parler, je reçois Nathalie Robert, gestionnaire de secteur pour Les Petits Frères. Bonsoir, Madame Robert. Bonsoir. Alors, c'est un événement qui mobilise presque autant de bénévoles qu'il y aura d'invités. Qu'est-ce qui va se passer concrètement le 24 décembre? Bien, en fait, Les Petits Frères, on est présents partout au Québec et dans chaque région du Québec, comme dans les Basses-Laurentides, on organise des événements de Noël. Donc, c'est vraiment le 24 ou le 25 décembre pour le dîner. On reçoit, c'est ça comme dans les Basses-Laurentides, une centaine d'aînés avec une centaine de bénévoles. Et c'est un dîner festif, de la musique, repas traditionnels, tu sais, des beaux partages. Là, voilà. Bon, ce dîner que vous offrez, ça reste un geste parmi bien d'autres que vous posez tout au long de l'année. J'aimerais justement qu'on plonge au cœur de la mission des Petits Frères. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Bien, en fait, ça fait 62 ans que nous existons et on accompagne des aînés isolés qui n'ont
n'ont pas de famille majoritairement. Et c'est grâce à des bénévoles. Donc, c'est 2000 aînés au Québec qu'on accompagne avec 2000 bénévoles. Et on va les visiter, on les appelle, on fête leur anniversaire, on organise des pique-niques, des choses comme ça, vraiment pour briser l'isolement. Cette clientèle-là, elle est âgée de 75 ans et plus, si j'ai bien compris. Exactement. Chez les personnes qui ont atteint ou dépassé ce cap, il y en a une proportion, 17 à 20 qui vivent ce qu'on appelle de l'isolement social. Oui. Et ça, on va le préciser, ça veut pas seulement dire que cette personne-là ressent de la solitude, c'est beaucoup plus profond que ça. Ben, en fait, c'est ça, c'est que il y a l'isolement social, ça, il y en a beaucoup, mais c'est surtout que elle a aucune visite de personne. Il y a des gens qui sont, 30% de notre clientèle est en CHSLD ou en résidence intermédiaire et il n'y a jamais personne qui les visite. En fait, ils ont personne qui va vraiment leur demander comment ça va. Ouais. Tu sais, c'est vraiment... Vous dites qu'elles ont perdu contact avec la communauté, c'est dramatique. Exactement. Ça. Ils ont perdu totalement contact avec la communauté parce qu'ils sont isolés dans des résidences ou dans des... Comment vous les repérez, ces gens-là? Ben, en fait, la majorité des gens, c'est les travailleurs sociaux, c'est qui nous les réfèrent. Donc, c'est le système de la santé qui nous réfère la majorité des aînés. Donc... Bon, cet événement-là, en même temps que vous organisez cet événement-là, vous faites un appel à la solidarité. Oui. De quoi vous avez le plus besoin, là? D'argent, de bénévoles, les deux? Ah, des deux. Des deux. Ça coûte de plus en plus cher, effectivement, d'organiser les activités. Tout est gratuit pour les aînés. Donc, c'est-à-dire quand on fait des soupers de Noël ou des dîners ou des pique-niques, etc., tout est gratuit. Donc, c'est ça. On a de plus en plus besoin de donateurs ou des commandites, et aussi, c'est ça, on a besoin des bénévoles engagés, parce que, je veux dire, c'est vraiment le bénévole, il s'implique auprès de l'aîné d'une façon durable. Ouais. Okay? Donc, c'est ça pas vous vraiment... engage à quoi concrètement quand on revient? Concrètement, il y a la mission première, en fait, c'est que le bénévole est jumelé à un aîné. Donc, il est parrainé à un aîné. OK? Donc, c'est toujours le même bénévole qui va visiter l'aîné, qui l'appelle, etc. Bon, ça, c'est la mission première. Mais c'est pas tout le monde, c'est pas tous les bénévoles qui sont à l'aise d'être jumelés un à un. Alors, on a aussi besoin, tout simplement, des chauffeurs accompagnateurs, d'amener les gens aux activités. Il y a toutes sortes de bénévolat, finalement, qui peut être possible aujourd'hui. Ben, écoutez, en terminant, j'invite les gens, moi, à visiter votre site web. Il y a des informations très pertinentes sur le vieillissement de la population et aussi des témoignages extrêmement touchants de la part des personnes qui vivent ces jumelages-là dont vous faites la promotion. Nathalie Robert, vous êtes gestionnaire de secteur pour les Petits Frères des Basses-Laurentides. Merci pour votre visite. Merci. On est de retour avec Clara Matéjonet. Clara, le Festival Opéra de Saint-Eustache, qui se déroule habituellement en été, tient aussi des activités durant le mois de décembre. Vous avez assisté à l'une d'elles. Oui, hier, le FOS donnait un concert de Noël à la résidence Cour du Moulin à Saint-Eustache. Je vous présente ça dans notre reportage de ce soir. En 2019, on m'avait invité pour faire un concert à Montréal, dans une résidence. Et puis là, après, j'ai dit, mais mon Dieu, faut faire la même chose avec le festival. Donc, c'est depuis 2019 qu'on a commencé à aller dans les réseaux, bien sûr, à Saint-Eustache d'abord, ici, au Cours du Moulin. Et puis, ça a été bien établi depuis. Puis, on y va chaque année. Depuis 2019, c'est rendu tellement beaucoup plus gros parce qu'on ajoute des solistes. Il n'y a pas juste le chœur. On ajoute des musiciens de très haut niveau. On a l'aide de mécènes. D'ailleurs, je remercie la Fondation SE, grâce à qui on a pu avoir aujourd'hui service à l'œuvre. Et puis, on a eu Léon Pan aussi, le jeune pianiste et violoniste que vous avez entendu de 11 ans. Lara Jokada, on avait des magnifiques solistes aujourd'hui. Il nous reste encore un autre concert à la résidence des Forges à Laval le 22 décembre, mais on s'en va ensuite le 24 décembre. C'est toujours dans notre mission. On a un partenariat
partenariat aussi avec l'église de Saint-Eustache, où on fait toujours des concerts. L'acoustique est exceptionnelle. Donc, on fait la messe de minuit à chaque année. Donc, je la fais avec Serhi Salov, le pianiste d'exception, vous avez entendu aujourd'hui, qui est aussi organiste. Donc, à chaque année, depuis la même chose, je dirais, depuis 2020, on fait la messe de minuit à l'église de Saint-Eustache. Ça crée un bon divertissement pour plein de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont enfermés dans leur appartement, ils n'osent pas sortir. Tandis que là, ça crée une occasion de divertissement. Puis les gens sont de bonne humeur, puis c'est la période des fêtes, fait que tout le monde, on se bourre la face dans le chocolat, tu sais, tout plein de petites choses comme ça, puis c'est agréable aussi. Parce que ça fait passer un bel après-midi, les gens retournent chez eux, sont contents, et puis ben moi, ça me satisfait énormément. Puis s'il y en avait souvent, je viendrais tout le temps. C'est quelque chose que, par hasard, j'ai toujours fait et j'avais déjà fait aussi dans mon pays d'origine avant de venir au Canada. Pour moi, la joie de Noël, c'est à être partagée, mais surtout à être partagée avec les aînés. Pour moi, c'est vraiment un point faible chez moi, les aînés. Et je trouve que eux, en tant qu'audience, c'est une de mes plus belles audiences. Donc, c'est des gens qui interagissent, c'est des gens qu'on ne veuille pas très cultivés. D'habitude, les aînés, ça porte la culture, c'est un bagage. Mais tu peux imaginer le total de bagage, d'années d'expérience, d'années de culture, d'années de vie passées dans une même salle, à t'écouter chanter, c'est quelque chose. Ça fait quelque chose pour moi. Ça fait quelque chose, je sens, pour tout le monde qui chante pour des aînés. Et les aînés, ils ont encore dans leur mentalité, dans leurs valeurs, le respect. Ils respectent beaucoup les chanteurs, ils respectent beaucoup les artistes. Une chose que, malheureusement, on commence à perdre un peu dans les générations un peu plus jeunes. Alors ici, je me sens vraiment, oh là là, je chante et tout le monde applaudit, je chante, tout le monde est content. Mais ça fait plaisir. Il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de nostalgie. Noël, c'est peut-être une des parties de notre vie chaque année où on se rappelle les gens qu'on aime, on se rappelle les gens qu'on a perdus. On se souvient, beaucoup de souvenirs qui nous reviennent à Noël et j'ai vraiment senti ça aussi dans la salle. Alors quand ils se mettent à chanter avec nous, je sens que tous leurs souvenirs, ils font surface et c'est beau. L'énergie est très belle. Lui, c'est mon neveu. Il y a ma nièce, la toute petite. J'ai 2 cousines dans la chorale. C'est un peu génétique, disons. Ouais, it runs in the family. Nous sommes tous comme ça. Nous avons tous le talent. On encourage autant que possible les nouvelles générations, les futures générations dans la musique. C'est toute une discipline et c'est le fun. J'aime la partie que j'ai chantée à la première. Oui. Et aussi, j'aime quand tout le monde a chanté. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu as le trac? Avant, je l'avais un peu senti difficile, mais après, quand ma tante m'a appris à la chanter, j'ai dit « Ah, c'est pas difficile ». La mission, quand on a créé le festival en 2010, la mission première était on dit démocratiser, mais moi j'aime mieux dire populariser l'opéra, la musique classique, l'amener à tous les publics. Puis quand on a bien sûr notre festival en été, à tous les étés, mais pendant l'année, on aime se déplacer, puis surtout venir dans les résidences des aînés, c'est important, surtout pendant le temps de Noël. Là aujourd'hui, vous avez vu, ça fait chaud au cœur, hein? Il y a des gens qui viennent me voir après. Ça vaut la peine de faire ça, vraiment. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Fripez-vous suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation sur notre site web et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.